Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et merci du coup de votre présence. On est très heureuse avec Clara de vous accueillir dans le cadre de ce webinaire Ségur Vague 2 destiné au couloir hôpital et sur lequel on va passer un petit peu de temps pour vous rappeler les éléments essentiels à connaître et à comprendre pour mieux maîtriser le dispositif Ségur Vague 2. Alors vous êtes très nombreux et du coup on est ravis. On souhaite du coup pour ce webinaire du coup vous rappeler quelques règles de gestion, mais avant tout je vais quand même nous présenter. Donc Clara, je te laisse la parole pour te présenter, puis je me présenterai après. Clara, merci Inès. Clara Morlière de la délégation numérique en santé. Je suis directrice de projet ce qu'on appelle la Task Force Hôpital et donc qui gère notamment les programmes hospitaliers du Ségur et Open2. Et donc moi je suis Inès Will, responsable de mission à l'Agence du numérique en santé et responsable du coup du Ségur pour l'hôpital. Et voilà, je travaille à l'Agence du numérique en santé comme écrit. Avant de commencer, on va vous rappeler les quelques règles de bon usage pour ce webinaire pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Donc par défaut, hein, c'est tout à fait normal, vos micros et vos caméras sont coupés. Donc du coup, dans le cadre de ce webinaire et du fait que nous soyons très très nombreux, on vous demande de privilégier le chat pour poser toutes vos questions. Et on a prévu du coup au cours de cette présentation des temps de pause pour pouvoir lire les questions et vous les apporter à l'oral si on peut, et sinon on s'efforcera aussi de vous répondre par écrit. Et en termes d'ordre du jour, du coup, on aura un temps, mais très très rapide, parce qu'on pense que maintenant, voilà, vous êtes au courant des enjeux autour du Ségur. Néanmoins, voilà, comme on sait que le niveau de connaissance des établissements sur ce sujet n'est pas forcément le même, on prend quand même un petit temps pour vous rappeler du coup le contexte du Ségur en déclinant les enjeux et les objectifs de ce dispositif. Ensuite, on reviendra sur les apports fonctionnels offerts par la vague 2 en établissement de santé, que ce soit sur la partie consultation intégrée du DMP depuis les DPI, mais également intégration des documents reçus par MSS dans les DPI. Ensuite, on sera dans une approche très concrète pour décliner toutes les étapes auxquelles il faut que vous pensiez pour vous préparer au mieux à l'arrivée des logiciels Vague 2 à l'hôpital. Et enfin, on vous repointera toutes les ressources utiles pour vous accompagner dans cette préparation. Et sans plus attendre, je laisse la parole du coup à Clara. Merci Inès. J'indique juste qu'il y avait dans le chat un assistant de prise de notes. J'ai supprimé cet assistant de la réunion. Voilà, juste pour information. Alors oui, donc ce webinaire s'adresse particulièrement aux établissements de santé et à toute personne qui pourront les accompagner. Et donc, on va un peu rappeler pour les établissements, mais aussi pour les professionnels de santé, c'est quoi le Ségur numérique et surtout quelle est son ambition et qui est notre priorité au niveau de la délégation au numérique en santé pour les établissements avec les enjeux de cybersécurité. Qu'est-ce qu'on veut faire depuis le début, notamment ce qui a été révélé par le Covid, c'est le partage fluide et sécurisé des données de santé. Je pense que vous avez vu cette slide peut-être plusieurs fois si vous avez assisté à nos précédents webinaires, mais on vient vraiment notamment rappeler que aujourd'hui on a de plus en plus de professionnels de santé qui se connectent au DMP, à Mon Espace Santé, et qui en voient vraiment la valeur et qui disent justement que ça serait hyper intéressant de pouvoir avoir directement dans leur logiciel métier, notamment dans leur DPI, l'information rapidement de savoir si Mon Espace Santé est bien disponible pour ce patient-là, de pouvoir consulter rapidement les documents, mais aussi d'échanger par messagerie sécurisée de santé. L'idée, c'est bien que l'ensemble de ces dispositifs au niveau national viennent fluidifier et la coordination à la fois entre la ville et l'hôpital et puis les différents autres acteurs.
Comment on y est arrivé progressivement? Alors, quand on dit petits pas, ils sont pas si petits que ça, mais on a, comme vous le savez, d'abord doté tous les patients d'un profil Mon Espace Santé. On a plus de 98% des patients qui ont maintenant un espace santé en France, avec beaucoup d'activation aussi qui chaque mois augmente. Ce mois-ci encore. Mais on n'y est pas, on souhaite atteindre l'ensemble de la population. Donc, n'hésitez pas aussi à être chacun d'entre vous ambassadeur auprès de vos proches et de vos relations pour activer Mon Espace Santé et l'utiliser. Et puis, parce que de plus en plus, il y a des documents dans Mon Espace Santé. Avec ce mois-ci, en septembre, plus de 40 millions de documents qui ont pu être alimentés par l'ensemble des acteurs de santé dans Mon Espace Santé. Et donc, c'est un des meilleurs mois que l'on a eu depuis le début. Et on sent que ça continue vraiment à augmenter et qu'il faut qu'on continue collectivement cette dynamique. Et grâce à ça, à partir du moment où il y a des documents dans Mon Espace Santé, on peut alors effectivement les consulter et dire que c'est intéressant de pouvoir y aller pour avoir la lettre de liaison de sortie ou l'ordonnance pour faire le bilan médicamenteux ou le compte-rendu de biologie pour toutes les pathologies qu'il nécessite, etc., etc. Donc, c'est bien ce que vient faire cette vague 2 de mise à jour des logiciels des professionnels de santé sur plusieurs couloirs qu'on verra juste après, pour, faciliter la consultation des informations de Mon Espace Santé, faire aussi une simplification de l'intégration des documents qui sont, eux, envoyés par messagerie sécurisée, renforcer la sécurité des systèmes d'information, bien entendu, puisque, comme je le disais, c'est une autre de nos grandes priorités pour les établissements de santé. Et donc là, via les référencements des solutions logicielles, notamment de DPI, on vient renforcer une partie de cette sécurité. Et puis, on améliore aussi Oui, ok. Je pense que la connexion avec Clara est perdue. Donc, je vais essayer de reprendre. Voilà, je vais essayer de reprendre la main. Hop, je vous prie de m'excuser. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Regardez. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, ok. Alors, j'y retourne. Hop. Voilà. Du coup, je vais reprendre là où elle en était. Donc, n'hésitez pas. Attendez, je vais regarder sur le... Est-ce que vous me confirmez que vous voyez l'écran là? Je vais regarder en même temps sur mon ordinateur comme je suis en mode projection. Ok, très bien. Merci à tous. Donc, je vais reprendre. Donc, Clara s'était arrêtée sur, du coup, l'amélioration des fonctionnalités clés vague 1, puisque ce qu'elle vous expliquait, c'est qu'effectivement, la vague 1 étant passée, on a pris un temps de pause pour regarder dans le rétroviseur, pour pouvoir voir un petit peu les difficultés qui avaient été rencontrées. Et donc, du coup, il y a eu des améliorations qui ont été formulées en termes d'exigences vis-à-vis des éditeurs sur la partie interopérabilité, alimentation du DMP au vu des retours terrain. Alors, on trouvait que c'était aussi important de prendre un temps pour vous expliquer justement l'articulation qui existe entre le Ségur Vague 2 et les autres dispositifs de financement du numérique pour les établissements de santé. Et vous expliquer que finalement, tout ça répond en fait à une histoire logique. L'histoire logique commençant par la partie socle des systèmes d'information, où là, en fait, il y a un enjeu des pouvoirs publics de pouvoir renforcer la sécurité des systèmes d'information et de l'identification des utilisateurs. Et ça passe par la mise en place du coup d'un programme de financement que vous connaissez certainement, qui s'appelle le programme CARE, sur lequel voilà, il y a un domaine 1 qui a été dédié à l'annuaire, enfin aux annuaires et à l'exposition Internet,
un domaine 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça par le biais d'un arrêté où là on traite de la stratégie de continuité et de reprise d'activité, où du coup là on est actuellement en phase de candidature, et un troisième pan qui est très important qui vise la sécurisation de la chaîne d'identité électronique des professionnels, où là en fait l'objectif c'est vraiment de venir renforcer les moyens d'identification électronique double facteur à travers notamment l'appel à projet OSPI-Connect dont certains d'entre vous ont pu bénéficier en termes de financement, et cet appel à candidature est toujours en cours. Donc ça, c'est la partie socle. Sur cette partie socle, on vient également mettre les efforts nécessaires pour informatiser ou en tout cas améliorer l'informatisation de la partie logicielle en intégrant des exigences autour d'un certain nombre d'évolutions logicielles. Et donc ça, c'est le dispositif SON, qui est l'objet en fait du webinaire qu'on a aujourd'hui. Donc le dispositif VAG 1 qui est désormais terminé et qui a adressé du coup le flux d'alimentation du DMP depuis les dossiers patients informatisés et l'alimentation, enfin l'envoi de documents depuis les dossiers patients informatisés via le canal MSS. Donc ça, c'était l'objet de la vague 1. Et donc, dans le cadre de la vague 2, on est dans ce flux retour, si je puis dire, où là, on va venir apporter des fonctionnalités qui vont permettre aux professionnels de santé de consulter l'information disponible plus facilement depuis leur logiciel métier à travers ce que disait Clara, la consultation d'une part du DMP et ensuite la capacité aussi des DPI à pouvoir intégrer automatiquement des messages reçus par le biais de la MSS émanant d'un partenaire extérieur. Donc ça, c'est la partie logicielle. Et on renforce le socle. Sur ce socle-là, on vient apporter des évolutions en termes de fonctionnalité sur la partie logicielle. Mais tout ça, si on veut que ça fonctionne, il faut qu'on accompagne la transformation organisationnelle des établissements pour créer de l'usage. Et donc ça, ce sont les programmes de transformation des pratiques, dont le plus emblématique que vous connaissez est Open, et SUNES aussi, qui a du coup sur lequel vous avez très certainement candidaté. Donc là, SUNES est terminé depuis un petit moment. S'en est suivi du coup le programme Open 2 phase 1 qui est aussi terminé depuis peu. Et donc Open 2 phase 1 a une suite qui s'appellera Open 2 phase 2, qui est actuellement en cours de construction au niveau du ministère, qui fera l'objet d'une instruction avec des candidatures également. Et donc là, sur ce Open 2 phase 2, les enjeux, c'est vraiment de venir accompagner les établissements dans la sécurisation de la gestion des identités et des accès pour permettre la consultation intégrée du DMP notamment. Du coup, également, il y aura potentiellement, mais là, voilà, c'est actuellement encore en cours de construction, d'autres briques fonctionnelles qui pourront bénéficier d'un accompagnement financier dans le cadre d'Open 2 phase 2. Voilà. Du coup, Clara me dit qu'elle relance tout, donc je poursuis. Du coup, la vague 2, on voulait quand même vous mettre en visibilité qu'on n'embarque pas de soutien financier sur la brique RI, sous-entendu gestion administrative, puisque ça a déjà fait l'objet d'un financement dans le cadre de la vague 1. Et donc, dans la vague 2, on est exclusivement sur la partie dossier patient informatisé et plateforme d'intermédiation. Voilà pour le périmètre et l'articulation de tous ces programmes. Alors, quand on parle SONS, de quoi on parle? Donc, SONS, c'est le système ouvert et non sélectif, qui est en fait le dispositif par lequel l'État vient acheter une prestation de mise à jour logicielle directement d'un industriel dont le logiciel a été préalablement référencé auprès de l'Agence du numérique en santé. Ce référencement étant établi sur la base d'exigences nationales qui sont rédigées par l'Agence du numérique en santé. Et donc, on a, nous, côté ANS, on a une équipe référencement qui vient vérifier en fait la bonne conformité des preuves déposées par les logiciels qui candidatent au référencement pour pouvoir dire s'ils peuvent être référencés ou pas. Et donc, ce dispositif, il est effectivement, en termes de financement, il est fléché directement vers les industriels, mais pour le compte d'un établissement de santé ou d'un professionnel de santé qui en fait la commande. Voilà. Et donc, bien entendu, ce financement, il n'est pas donné dans l'absolu, il est attribué à l'industriel, mais en contrepartie de la réalisation effective d'une prestation Ségur. Cette prestation étant définie de manière très précise dans des documents sur lesquels je reviendrai après. Et donc,
Les industriels sont libres de s'engager dans le dispositif SONS. Il n'y a aucune obligation réglementaire à ce que les industriels se fassent référencer, mais compte tenu voilà, de la dynamique qu'on met en place au niveau national et aussi de la pression aussi que leurs clients peuvent leur mettre, ils ont quand même tout intérêt à s'engager dans ce processus de référencement. Et en effet miroir, les établissements ou les professionnels de santé sont libres de souscrire ou non à la mise à jour proposée, étant entendu que de nombreux éléments ont vocation à être rendus progressivement opposables. Alors, sur la partie SONS, donc je ne vais pas détailler tout ce que vous voyez sur la slide, mais voilà, sur la vague 1, vous voyez que l'enjeu n'est pas terminé, c'est-à-dire que les financements sont terminés, mais il y a quand même tout un accompagnement à poursuivre sur le terrain. Mais d'un point de vue fonctionnel, la vague 1 visait du coup à amener des fonctionnalités autour de la gestion de l'identité nationale de santé et notamment la capacité à pouvoir qualifier les identités nationales de santé, puisque c'est un préalable non seulement pour pouvoir alimenter le DMP depuis les DPI, mais également, vous le verrez, pour consulter le DMP de manière intégrée depuis les DPI. Et on a adressé aussi la capacité des pays à pouvoir envoyer systématiquement des documents de santé vers le DMP, mais également à travers la MSS. C'est ce que je disais précédemment. Et sur la vague 2, du coup, on sera dans une logique, vous l'avez compris, je pense maintenant, ça fait 3 fois qu'on le répète, du coup, de consultation facilitée par le professionnel de l'information disponible dans MES, de l'intégration des documents reçus d'un partenaire extérieur par le biais de la MSS dans son dossier patient informatisé et nous assurer que les dossiers patients informatisés ainsi que les plateformes d'intermédiation qui font finalement le passe-plat entre guillemets entre la partie des pays et les services socles que sont le DMP et la MSS, tout cela, cet ensemble, soit bien sécurisé. Pour votre information, on vous explique également, alors attendez, je vais m'arrêter 5 secondes hop, pour faire rentrer a priori Clara. Hop. Voilà, Clara, je pense que tu es revenue à nous. Ah, je vais la faire rentrer. Donc, je poursuis. Pour pouvoir, du coup, pour que tout ce fonctionnement, en fait, si on veut partager de l'info, il faut nécessairement équiper l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et ça passe par le fait qu'on a adressé, du coup, des SONS sur différents couloirs. Donc, je reprends le partage. Clara, est-ce que tu nous entends? Tu es revenue? Oui, je suis revenue, désolée. Ok, non, pas de souci. Je finis juste cette slide et Oui, je te oui, redonne bien la sûr. main. Du coup, on a adressé des dispositifs SONS à l'ensemble des acteurs de l'écosystème parce qu'effectivement, si on est financé uniquement la partie établissement de santé, on a une rupture entre guillemets de communication entre tous les acteurs qui peuvent faire partie d'un parcours de prise en charge. Et donc, la médecine de ville, la biologie médicale, l'imagerie médicale, officine de ville et autres professionnels de santé, ainsi que donc du coup notamment les fonctions paramètres, ainsi que le secteur médico-social. Tous ces secteurs sont appelés par le terme de couloir et tous ces couloirs font l'objet du coup d'un dispositif SONS pour qu'à leur niveau, ils puissent aussi être équipés de logiciels qui leur permettent de mieux partager l'information, que ce soit en alimentation ou en consultation. Sachant que sur ces différents dispositifs, tous les dispositifs aujourd'hui de financement ne sont pas au même niveau calendaire, les établissements de santé étant le couloir sur lequel on est le plus avancé. Voilà, je redonne la main sur la partie calendrier si tu veux. Oui, en espérant que ça ne recrache pas. C'est les aléas du direct. Calendrier, c'est important aussi que de vous remettre en visibilité cet élément-là. On donne pas mal d'informations sur cette slide-là parce qu'au final, on vous rappelle que notamment pour la vague 2, on a sorti les dispositifs hospitaliers DPI et PFI avec leurs différents calendriers.
Euh, la radiologie aussi avec sa déclinaison sur le RIS et la Dreambox et la médecine de ville aussi avec son LGC, les logiciels de LGC qui a également eu une publication. D'autres dispositifs sont en cours de construction et pourront sortir là assez prochainement. Il y aura notamment des annonces lors de ce qu'on appelle le COSUI, Comité de suivi Ségur numérique du 5 novembre, si vous êtes intéressé. Voilà, sur la partie pharmacie, nouvelle task force, biologie et surtout médico-social aussi, ne veut pas les oublier. Et donc, en plusieurs temps, le calendrier. D'abord, le référencement des solutions logicielles selon le cahier des charges qu'on leur a donné avec ce qu'on appelle les référentiels d'exigence minimum. Et ensuite, les commandes. Donc ça concerne directement les établissements, les installations et ensuite les différentes opérations que l'Agence de services et de paiement pourront effectuer. Avec notamment les validations d'aptitude. Donc, référencement sur la partie PFI, ça a été cet été avec d'autres échanges avec les éditeurs. Et donc, vous pouvez voir directement sur le site de l'Agence du numérique en santé lesquels ont pu être référencés. Pour l'hôpital, on a fixé la date à décembre, mi-décembre. Donc, les éditeurs sont encore en train de se faire référencer. Pour les commandes, très important. Il y a une première date en février, le 17 février, pour les commandes de PFI. Et donc, on vous incite vraiment. On a une slide dédiée sur la partie bon de commande. Côté hôpital DPI, on sera sur une date en juin, le 18 juin. Donc, à avoir en tête, ça arrive toujours très vite. Et les installations, c'est les mêmes pour tout le monde. On va avoir le 17 mars 2027, donc premier trimestre, et les dernières opérations, notamment de validation d'attitude, au 16 juin 2027. Donc, c'est un calendrier qui apparaît à la fois serré et en même temps lointain. Serré quand on envisage là de mettre à jour plus de 2000 établissements, hein, les logiciels de 2000 établissements en un temps record, comme on l'a fait pour la vague 1, mais avec encore plus d'enjeux sur la vague 2, mais aussi des temps plus longs pour les utilisateurs qui auraient envie que ce soit dès maintenant dans leur logiciel. Donc, il fallait trouver le juste milieu entre les deux. Et donc, l'hôpital peut bénéficier des dispositifs à la fois donc DPI, PFI, comme on l'a dit, mais aussi sur la partie imagerie, RIS et Dreambox. Il y a des webinaires dédiés d'ailleurs sur cette partie imagerie si vous le souhaitez. Et Clara, on avait Oui. une question, j'en profite. Donc effectivement, on reviendra sur tous ces jalons là-dessus, mais effectivement, le référencement, j'ai envie de dire, vis-à-vis des établissements, c'est la date zéro à avoir en tête, puisque à partir de ce référencement-là, effectivement, les éditeurs peuvent du coup proposer à déployer les solutions. Et donc, il n'y a pas de solution déployée en établissement avant que ces solutions aient été référencées. Voilà, on a eu cette question. Et enfin, si vous devez changer de logiciel, parce que peut-être que voilà, ça arrive à un moment donné de faire des évolutions, il faut bien avoir ces dates-là, puisque du coup, ces dates sont réglementaires pour l'ensemble des établissements et s'appliquent du coup de façon homogène. Donc, il faut d'une certaine manière un petit peu adapter aussi le calendrier que vous pouvez avoir par rapport à ces dates. C'est pas toujours simple, on le sait. Mais sinon, le choix, et que vous pouvez faire, hein, mais ce serait de ne pas bénéficier de ce financement à l'équipement. Et donc effectivement, un autre point là qui est mis dans le chat, c'est que il est possible pour des éditeurs hein, qui sont bien avancés dans le référencement de commencer à faire des bons de commande. Ils ont ces 120 jours avant le dépôt final de l'ensemble de leurs dossiers qui sont autorisés à pouvoir renvoyer dès à présent leurs bons de commande. Donc c'est possible que vous soyez déjà sollicité sur y compris des dispositifs qui sont avec des logiciels pas encore référencés. Donc voilà, donc très rapidement, vous avez toutes les informations sur le site de l'Agence du numérique en santé, sur la page Ségur, établissement de santé. N'hésitez pas à jeter un œil aux différents documents que j'évoquais, la liste des exigences pour savoir quoi attendre de votre logiciel,
sur les différents points qui sont catégorisés en grands chapitres logiques, mais aussi il y a pas mal d'explications sur qu'est-ce qu'on attend du logiciel dans ce qu'on appelle le dossier de spécification de référencement, le DSR. On a mis pas mal d'éléments que vous retrouvez d'ailleurs en partie dans le webinaire. Et sur la partie prestation, on en parlera un peu après, il y a ce qu'on appelle l'appel de financement, à financement. Voilà donc les différents points. On va aller assez rapidement parce qu'on a un gros contenu derrière qui Oui. est hyper intéressant pour vous. Mais quand même, Mm. avant de passer à cette partie-là, on l'a mis dans les débuts parce qu'on sait qu'à ce moment-là, c'est là où il y a le plus de personnes. On est à peu près 350 participants là à date. Et donc, on a publié un guide de consultation de Mon Espace Santé DMP à destination des professionnels de santé. C'est alors donc pas une présentation PowerPoint, c'est un document, mais on changera. Mais on vous le mettra d'ailleurs dans le chat. C'est un guide qui permet vraiment de comprendre de A à Z pour les professionnels de santé. C'est pas un guide de déploiement sur lequel on travaille également, mais vraiment de compréhension de qu'est-ce que c'est que la consultation et mon espace santé et comment y arriver avec les différents moyens d'y parvenir. Donc voilà, un guide qu'on a essayé d'être très terre à terre dans les pratiques et les recommandations. Donc voilà, et je salue d'ailleurs, enfin ça a été un vrai travail très collectif avec aussi l'ensemble des régions qui ont pu contribuer. Ok, je te propose qu'on poursuive. J'ai Ouais, l'impression qu'on a répondu aux questions dans le chat en parallèle. Du coup, sur les apports fonctionnels de la vague 2, je te laisse la main. ouais. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, j'allais revenir sur les grandes briques de couleurs que je vous ai évoquées tout à l'heure. J'ai déjà dit, hein, mais donc la facilitation de la consultation de l'information de mon espace santé directement dans le logiciel, ça veut dire que on peut enregistrer que le patient a donné son accord pour la consultation et qui est nécessaire. Le patient a besoin d'être informé et de consentir notamment pour la prise en charge forcément à l'hôpital, mais du coup aussi pour l'accès à l'ensemble des documents médicaux qui sont dans son DMP par l'équipe de soins et pendant l'épisode de soins. Donc le logiciel permet d'enregistrer cette information-là pour pouvoir la conserver pendant l'épisode de soins et la partager à l'ensemble de l'équipe et de savoir sans clic, et une fois que ces éléments-là sont enregistrés et qu'il y a bien évidemment l'identité qualifiée du patient, si le patient a bien un profil Mon Espace Santé. Comme je vous le disais, c'est le cas d'un grand nombre de Français, mais ça peut arriver que ce ne soit pas le cas. Et puis, il y a aussi le fait que le professionnel est bien autorisé à y accéder et un point très important, on a essayé de faire en sorte que très rapidement, le professionnel de santé ait les informations de s'il y a des nouveaux documents qui ont été versés depuis la dernière fois que le patient, par exemple, est venu ou depuis la dernière fois que le professionnel s'est connecté. Ça dépend des logiciels, mais c'est pour vraiment avoir un peu comme nous avec nos notifications sur le téléphone, les éléments rapidement en un coup d'œil. Et donc pouvoir aussi orienter son choix dans la lecture des documents, de savoir si c'est le compte-rendu de biologie, s'il y en a trois ou quatre par exemple, parce que il y a eu de nombreuses prises de sang, bah, clairement ça veut dire aussi qu'il y a des éléments à suivre là-dedans, donc que ça peut être intéressant de les consulter directement depuis le logiciel, hein, de les visualiser, et ensuite si pertinence médicale et impact notamment médico-légal, on peut également les télécharger, intégrer dans le logiciel au sein de l'ensemble aux côtés d'autres documents qui sont dans le logiciel, dans le dossier patient informatisé en l'occurrence, et qui pourra être ainsi tagué comme provenant du DMP. Ça a été très important aussi pour nous de montrer d'où venait la provenance, puisque pour un professionnel de santé, si c'est dans son DPI, ça peut être un collègue ou ça peut venir dès l'extérieur et comme ça, il a l'information assez rapidement. Et si jamais, justement, il y a une nouvelle version qui apparaît au sein du DMP parce que le collègue de la ville, par exemple, a mis à jour la synthèse médicale, le volet de synthèse médicale, eh bien, dans ces cas-là, il peut être averti qu'il y a une version plus récente qui a été mise dans le DMP et voilà, en format push parce qu'il ne va pas forcément lui-même, hein, comme nous, hein, tous, aller chercher l'information. Là, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir cette information qu'il y a une version plus récente.
Voilà un petit peu l'ensemble des fonctionnalités sur cette partie-là. Et comme je l'évoquais, Dreambox, c'est quoi? Si tu reviens juste. Non, dis-moi. Parce que quelqu'un disait justement qu'il y avait déjà sur la partie imagerie des bons de commande. De la même manière qu'on partage les données, enfin les documents de santé via mon espace santé, l'objectif c'est de pouvoir partager les images médicales via le réseau qu'on appelle Dreambox. Encore une fois, il y a des webinaires dédiés pour vous présenter ce dispositif qui est assez très attendu par l'ensemble des professionnels. Et donc, via le DPI, pourra être appelé en appel contextuel, justement, les réseaux de Dreambox via un lien présent à la fois dans le DPI et puis dans les comptes rendus d'imagerie qui pourront être alimentés dans mon espace santé. Donc voilà, aussi important de pouvoir avoir ça en tête. Et donc là, on vous a mis rapidement un peu le parcours utilisateur type, c'est-à-dire toutes les fonctionnalités que l'on a exigées au sein des cahiers des charges, du début de l'arrivée du patient avec la qualification de son identité, jusqu'à l'intégration effective d'un document avec l'ensemble des étapes, y compris le fait qu'il faut une authentification en double facteur pour le professionnel de santé et que l'établissement soit en mode R, c'est-à-dire avec un certificat permettant d'avoir accès à la connexion DMP. Et puis ensuite, les différents éléments que je viens d'évoquer, tout cela un petit peu mis dans un temps plus d'un point de vue utilisateur pour bien partager ce qu'on attend de l'ensemble de ces logiciels et comment vous, côté établissement, vous pourrez montrer aux professionnels comment utiliser. Donc voilà, ça s'appuie sur des guides d'intégration DMP pour les logiciels et un référentiel DMP qui est aussi assez intéressant à prendre en compte si vous êtes intéressé, le référentiel de sécurité et d'interopérabilité dont on reparlera. Juste Clara, on a une Oui, question sur est-ce que le professionnel sera en capacité de voir si le DMP est actif? Donc j'ai apporté la mm, précision de la différence entre un DMP actif et un DMP existant. Donc existant, oui, c'est que voilà, il existe. Actif, c'est que le patient y a été au moins une fois. Mais nous, ce qu'on oui, verra, enfin ce que le professionnel de santé verra depuis son DPI, c'est que le DMP existe, est disponible et existe. Par contre, on n'aura pas d'informations sur l'activation par le patient. Tu confirmes? non. Voilà. Voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, sur la partie documentaire de mon espace santé, c'est pas tout à fait nécessaire d'avoir cette information qu'il est effectivement activé, en tout cas pour les besoins qu'on a évoqués juste avant là sur le partage de documents. Mais c'est bien important d'avoir en tête effectivement cette distinction entre activé par le professionnel et ouvert. Et comme le dit Laurent Fenwick dans le chat qui vient de l'assurance maladie, expert DMP, notre grand référent, c'est pas pour l'instant, mais ça pourra venir. Et juste pour compléter, un PS peut alimenter le DMP et le consulter, même si le patient n'a jamais été dans son profil MES. Voilà, ça ne conditionne pas les accès. Hmm. Il y a une question dans le chat, mais on y reviendra tout à l'heure sur la partie prestation. Je pense que ce sera plus Oui, 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 pertinent. ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais, ouais, ouais. Ok. Après, du coup, ça, c'est la partie de mon espace santé, mais on a aussi, pour pouvoir partager les documents, l'aide de la messagerie sécurisée de santé, qui est déployée via notamment l'espace de confiance, comme on dit. Et donc, notre objectif dans la vague 2, ça a aussi été de pouvoir assurer l'interopérabilité des logiciels, notamment via l'ensemble des opérateurs de messagerie qui eux-mêmes ont fait des évolutions précédemment. Ça, c'est sur la partie plus interopérabilité couche basse. Sur la partie fonctionnelle, l'objectif, c'est que, donc en vague 1, Inès vous l'a dit, c'est l'envoi vers l'extérieur. Aujourd'hui, là, la vague 2, c'est la réception des éléments. Et donc, par messagerie, c'est qu'on passera vers une boîte aux lettres applicative reçue et lue par la plateforme d'intermédiation qui ensuite pourra être intégrée dans le dossier patient du DPI.
voilà, directement, sans action manuelle, à partir du moment où les paramétrages ont pu être faits. Et puis comme ça, donc une fois dans le DPI, l'utilisateur va pouvoir être informé de la présence de ces documents qui ont été directement intégrés depuis la MSS. Et puis si jamais il y a des évolutions également, notamment s'il y a une suppression de documents, c'est tout à fait possible. Tout cela, et le slide d'après sera plus parlant, c'est possible dans le cas des documents CDA. R2 niveau 1 ou 3, c'est pas applicable aux documents PDF que vous pouvez recevoir, puisque du coup, on a besoin des métadonnées, notamment des métadonnées d'identité, pour pouvoir justement faire les croisements avec les identités qui sont présentes dans les logiciels. Donc, si on va sur la slide suivante, qui est un petit peu un descriptif via schéma, parce qu'on aime bien ça et je pense que ça parle plus, on peut avoir l'ensemble avec l'envoi d'un message donc par messagerie qui arrive soit sur une boîte aux lettres organisationnelle, soit personnelle. Il peut y avoir l'option qu'on n'a pas représentée ici, mais d'envoyer directement dans la boîte aux lettres applicative sous condition d'avoir un conventionnement avec l'institution, l'organisme extérieur, hein, puisque du coup, il faut faire attention. Derrière, les éléments sont directement intégrés dans le DPI, donc il faut bien s'assurer de quel type de document et sous quelle modalité se fait ce partage, mais c'est possible, on ne l'a pas évoqué là. Et donc, depuis la boîte aux lettres organisationnelle ou personnelle, il peut y avoir soit un envoi manuel à la boîte aux lettres applicative, soit des paramétrages pour le rendre automatique. Ça, c'est vraiment dans vos logiciels clients de messagerie habituels. Ça ne fait pas partie de la vague 2. On commence à arriver dans la vague 2 quand justement ça arrive à la boîte aux lettres applicative qui est du coup lue par la PFI. Et donc, c'est la PFI qui passe d'un monde messagerie sécurité santé à un monde plus de CDA avec justement le fait de vérifier au niveau du TPI le fait que les traits d'identité, l'ensemble des traits d'identité correspondent entre le document et ce que le DPI a. Si c'est le cas, alors il y a une intégration automatique du DPI. Si ce n'est pas le cas, attention sur l'identité-vigilance. Donc, ce qui est fait, c'est qu'il y a un message d'erreur qui est renvoyé à la PFI et qui peut être renvoyé selon les organisations à différentes boîtes aux lettres. Et ensuite, si on souhaite quand même l'intégrer au DPI, l'import manuel, un port manuel qui était généralement déjà présent dans les logiciels, mais pas toujours. Et donc, on a renforcé là avec la vague 2 sur la possibilité de lire directement les métadonnées des identités pour simplifier aussi cet import. Voilà, alors on a vu sur la partie MSS. Sur la partie sécurité, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, mais vous avez des webinaires dédiés sur le sujet en replay. Ce qui est très important d'avoir, c'est qu'on a fait plusieurs grands blocs, l'un sur des exigences de sécurité assez communes de base, l'autre sur l'identification électronique. Une demi-douzaine d'exigences sont en lien avec le référentiel identification électronique auquel doivent se conformer aussi les établissements. Et puis, la gestion des accès et des identités et des accès, notamment le fait de pouvoir être connecté à une solution de SSO et d'IAM qui est du coup demandée d'être développée par les DPI et puis aussi d'autres exigences sur plus le monitoring et que la gouvernance et cycle de vie des comptes. Et puis, ce qui est très important à avoir bien en tête, c'est que l'ensemble des solutions logicielles ont dû faire un test d'intrusion sur leur solution pour se faire référencer, ce qui permet aussi d'avoir voilà, cette sécurité renforcée au niveau des logiciels qui était une forte demande de votre part. Alors, on pourrait Alors, faire plus, mais c'est oui. déjà bien. Et puis Ah, ensuite, du coup, on n'a pas fait sur la dernière partie. Ah si, on a fait une slide sur la partie mm, fonctionnalité clé, mm. notamment sur l'interopérabilité des briques logicielles. En vague 1, on a vu qu'au niveau du retour terrain, il y avait eu pas mal de difficultés voilà, d'interopérabilité entre les briques DPI et PFI. Et donc, on en a tiré les leçons et les enseignements en imposant du coup à minima un référencement. Donc, dans la vague 2, des mises en place des flux
HL7 entre DPI et PFI, qui sont pas forcément ensuite à déployer, mais au moins exigés dans le cadre du référencement. Alors, du coup, ah oui, on a le mode R. Je prends peut-être juste une petite Oui, pause, Clara, parce qu'on a beaucoup de questions. C'est difficile d'y c'est répondre. super. Alors, bon, tout ce qui touche au périmètre un petit peu SONS, financement, on verra, on les prendra après parce que je pense qu'on va répondre à pas mal de vos questions. On a eu une question sur est-ce qu'il y aura un pourcentage de documents à importer dans le DPI car nos établissements s'inquiètent de l'espace de stockage. Donc j'ai répondu en disant que non, non, il n'y a pas de pourcentage et surtout le DPI n'a pas vocation à intégrer la totalité du contenu du DMP. Voilà, c'est sur effectivement décision médicale dès lors qu'on considère qu'il est important de rapatrier un document du DMP dans le DPI par rapport voilà, à l'analyse clinique. Mais il n'y a pas d'ambition, entre guillemets, de volumétrie d'intégration de documents du DMP dans le DPI, surtout pas. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais par Non, rapport non, à cette remarque. effectivement, sur la capacité de stockage, c'est pour ça qu'on le rappelle, c'est sur pertinence médicale. Il y a pas à la fois de minimum ou de maximum. C'est ensuite à chaque établissement et avec les professionnels de santé de s'assurer voilà, de cette intégration ou non-intégration au sein du logiciel et qu'il soit toujours basé sur le fait que ce soit important dans le cadre de la décision médicale et voilà, je pense que ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Ensuite, on avait une question sur l'affichage de l'historique de remboursement. Donc, effectivement, aujourd'hui, cet historique, il n'est disponible que si le patient a activé, donc y aller au moins une fois, dans son profil Mon Espace Santé. Donc, il Oui, me semble que c'est toujours le cas. Enfin, oui. voilà. Est-ce qu'on a une visibilité sur quand sera ouvert le droit à la consultation pour les secrétaires médicales? Donc effectivement, on en parle depuis plus d'un an, donc oui, on en parle depuis longtemps. Mais en fait, il fallait pouvoir objectiver le besoin d'avoir cette consultation ouverte auprès des secrétaires médicales, ce qu'a permis l'expérimentation au niveau national qu'on a conduit sur le sujet, qui a permis de montrer que voilà, c'était non seulement un gain de temps, mais du coup une amélioration de la prise en charge pour les patients. Et donc ce sujet est bien dans le viseur des pouvoirs publics, donc DNS et CNAM, qui travaillent à l'instruction du coup de l'ouverture de la consultation au secrétaire médical. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Clara, là-dessus. Ok. Ensuite, alors c'est une question que je n'ai pas très bien compris. Seuls les médecins peuvent consulter. Alors, le DMP du patient, non, pas exclusivement que les médecins. Toutes les professionnels qui sont dans la matrice d'habilitation peuvent consulter en fait des documents qui sont dans le DMP. Il faut néanmoins être en capacité, du coup, effectivement, d'identifier le professionnel qui est à l'origine de la consultation. Et ça implique en fait de connaître qui il est à travers notamment l'identifiant RPPS. Donc, ce n'est pas exclusivement les médecins. Par exemple, les infirmières, dès lors qu'elles ont un numéro RPPS, peuvent consulter le DMP du patient au regard de leurs droits qui sont édictés dans la matrice d'habilitation. Est-ce qu'en qualité de référent open, je peux contrôler que les documents du DPI arrivent bien dans le DMP du patient? Euh, Je n'ai pas très bien bah, compris ce que ça veut ouais, dire, mais si on essaie oui. de deviner, c'est que en termes de paramétrage, vous décidez effectivement au niveau de l'établissement les différents documents. Alors, il y a les documents obligatoires, tels que la lettre de liaison de sortie qui a pris la suite du compte rendu d'hospitalisation. Il y a les ordonnances, les comptes rendus de biologie et d'imagerie qui, eux, on n'a pas fait de rappel au début, mais effectivement obligatoires d'être alimentés à mon espace santé s'il y en a d'autres. Par exemple, il y a des établissements qui alimentent les comptes rendus d'accouchement. Et bien, dans ces cas-là, effectivement, c'est paramétrable au niveau des logiciels. Donc, c'est une partie de la réponse. Et puis ensuite, vous avez les statistiques logiciels qui permettent de voir ce que vous avez bien pu envoyer, du coup, alimenter au DMP depuis le DPI ou depuis la PFI. Un des éléments sur l'interopérabilité que l'on a ajouté en
vague 2, c'est effectivement que le lien entre le DPI et la PFI, le flux HL7, si jamais les deux fonctions ne sont pas portées par le même logiciel, c'est qu'ils puissent bien aussi partager les éléments de bonne alimentation du DMP. Je sais, c'est peut-être une de vos questions. Dans toutes les configurations, ce n'était pas forcément possible en vague 1 selon les développements des logiciels des éditeurs et que du coup, là, via cette interopérabilité normée avec le flux HL7, c'est possible. Ensuite, une personne donc, qui dit je n'ai pas compris l'intégration de la MSS depuis le DPI. Alors, dit autrement, en fait, la vague 2 va permettre, dès lors qu'en fait, vous recevez un message d'un partenaire extérieur via la MSS avec une pièce jointe qui est au format CDA, si vous avez les traits d'identifiés qui sont qualifiés de part et d'autre, c'est-à-dire vous en tant qu'établissement qui recevez le message et celui qui vous l'envoie en tant que partenaire extérieur, eh bien, vous avez la possibilité de faire en sorte que ce message, enfin que le document qui figure en pièce jointe de ce message soit intégré de manière automatique dans votre dossier patient informatisé avec une notification qui apparaîtra pour le professionnel pour qu'il soit au courant qu'il y a un nouveau message qui est arrivé dans son DPI via la MSS. C'est ça la notion de fonction réception à l'hôpital. J'espère que c'est plus clair. Il y a beaucoup de questions sur la partie authentification. Je vous propose qu'on avance Ouais. et comme ça, il y aura des éléments de compréhension. Et sachez qu'il y a d'autres webinaires dédiés sur le sujet qui ont Oui. été organisés. Tu reprends la Et donc main, Clara? justement, Ouais, ok. sur ce sujet, alors c'était pas l'ensemble de l'objet du webinaire, mais on sent qu'il y a pas mal de questions, donc c'est à la fois très positif et probablement qu'il faudra organiser un nouveau webinaire sur le sujet. Vous pouvez, on vous mettra dans le chat les webinaires qui ont déjà été faits sur la partie authentification. Aujourd'hui, on a bien deux choses différentes. Il y a le moyen pour lesquels d'identification électronique, notamment qui permet l'authentification à deux facteurs du professionnel de santé, qui est une première étape, cette fois vraiment sur le professionnel de santé. Ensuite, il y a aussi, une fois qu'il y a ça, le logiciel, comment il se connecte au DMP. Et donc ça, à l'hôpital, on a ce qui n'est pas le cas dans tous les couloirs, mais à l'hôpital, on a un mode R simplifié, donc qui veut dire authentification indirecte renforcée, donc via un certificat logiciel, mais avec un certain nombre de contraintes pour être mis sur une liste blanche de l'assurance maladie pour permettre les transactions avec le DMP. Et donc, l'ensemble de ces éléments-là sont indiqués notamment dans les deux documents que j'évoquais tout à l'heure, le guide d'intégration du DMP et le référentiel de sécurité et d'interopérabilité pour les accès des professionnels au DMP, qui précise notamment toutes les conditions dans lesquelles on se place et qui est donc, comme je l'évoquais, l'obligation d'une authentification à double facteur de l'utilisateur sur le logiciel ou éventuellement, si c'est possible, dans un SSO ou la session. Et puis, l'homologation du logiciel via le CNDA sur le profil consultation en mode R, qui est demandé dans le cadre de la vague 2. Il nous faut aussi la transmission des systématiques des finesses, ça c'est comme dans le cadre de l'alimentation, mais aussi, comme vient de le dire Inès, de l'identifiant RPPS de la personne à l'origine de la transaction. C'est hyper important, à la fois pour le patient et pour l'ensemble des professionnels, de savoir qui a accédé à mon espace santé et aux documents, et d'où le besoin d'avoir ce RPPS pour pouvoir appliquer, comme le disait Inès, la fameuse matrice d'habilitation. Et donc, c'est vraiment un besoin au sein de vos établissements, un gros chantier parfois, selon votre maturité, de bien s'assurer que dans votre DPI, vous ayez bien l'identifiant RPPS des professionnels de santé. Il y avait une question sur la partie secrétaire médicale. Dans les options que l'on envisage, c'est plutôt un enjeu de délégation de droit du médecin, et du coup, on passerait par le RPPS du médecin dans les hypothèses qui sont aujourd'hui évoquées, mais comme l'a dit Inès, on est encore en cours de travail là-dessus.
Et puis, pour pouvoir avoir la certitude que l'établissement a bien mis tout ça en place, on demande une auto-homologation via un PV sur ces sujets et sur en fait le périmètre des professionnels de santé qui ont été justement touchés par l'identification électronique sécurisée et l'authentification à double facteur. Tous ces éléments-là permettent ensuite de pouvoir faire une contractualisation avec sur le portail d'IR d'ailleurs, enfin, qui a d'ailleurs un autre nom, mais de l'assurance maladie, permettant de rentrer dans cette fameuse liste blanche. Voilà, donc ça pas mal. On a tout à l'heure d'autres éléments sur tous les chantiers à anticiper au sein des établissements et ceux qu'on vient de mentionner sont structurants à anticiper pour pouvoir bénéficier de la consultation intégrée dans vos TPI. Voilà, alors on a eu pas mal. Alors sur le mode R, Ouais. est-ce que le mode R est un dispositif transitoire ou durable? Oui, alors ça, je peux répondre. Effectivement, là, pour faire simple, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu compliquées, mais pour faire simple, on a dit que pour les établissements de santé, on utilisait le mode R. Il existe, notamment pour ceux qui ont vu ce qui sortait sur la partie imagerie, un autre mode qui utilise ProSanté Connect, et donc ce qu'on appelle les API ProSanté Connectés, qui permettent d'accéder notamment à la Dreambox, mais aussi au DMP. C'est tout à fait possible pour les établissements en lien avec leur éditeur de pouvoir mettre ça en place. Aujourd'hui, dans la vague 2, on n'a pas demandé aux éditeurs de pouvoir développer cette partie API ProSanté Connect sur le DPI. En tout cas, ce n'est pas nécessaire pour se faire référencer. Ils peuvent le développer de leur côté, mais ce n'est pas nécessaire pour se faire référencer. Et ça exige pas mal d'éléments aussi à la fois leur part et notamment en termes d'exigence de sécurité. Donc certains le développent notamment dans le cadre de leur référencement pour la partie imagerie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est des modes de connexion au TMP. Les deux sont très intéressants. Mais pour, par exemple, le mode ProSanté Connect, il est nécessairement lié avec une connexion directe de l'utilisateur et ne permet pas de faire d'autres actions. Donc, en fait, les deux seront gardés en parallèle. Ce n'est pas un mode transitoire, si je peux répondre comme ça plus simplement. Voilà. Et super, parce que merci Laurent, tu réponds Oui, à des questions dans le merci. chat. Ouais. Merci d'être là et de répondre aussi avec moi, parce qu'il y a beaucoup de questions. Alors, si le logiciel est homologué par le CNDA sur le profil consultation en mode R, il n'a pas besoin impérativement d'être référencé vague 2. Alors, le référencement Ségur vague 2 est plus large effectivement que l'homologation consultation, puisque dans le référencement Ségur, on demande aux éditeurs de développer, entre guillemets, des fonctionnalités à valeur ajoutée qui dépassent le sujet de l'homologation CNDA. Donc, voilà. Et ensuite, l'homologation pour que vous puissiez consulter en mode R. Donc, effectivement, vous pouvez très bien avoir un DPI homologué consultation en mode R. Par contre, de votre côté, il faut quand même que vous remplissiez des prérequis, que sont le fait de vous auto-homologuer et de vous assurer que les professionnels qui vont consulter le DMP via le mode R s'identifient de manière forte, c'est-à-dire s'identifient via un moyen d'identification électronique double facteur. Voilà, ce sont les prérequis nécessaires à la contractualisation pour pouvoir bénéficier du mode R. Et tout ceci est bien décrit dans le guide d'intégration du DMP que je vous invite à consulter. Dans le référentiel. Dans le référentiel, pardon. Oui, le guide, c'est pour les éditeurs. Dans le référentiel de sécurité et d'interopérabilité du DMP. Bon, je propose qu'on poursuive et puis Oui. je vous laisse regarder un petit peu les questions. Donc là, sur cette partie-là, on va s'attarder un peu plus précisément justement sur la partie, on va dire, contractuelle SONS, financement, modèle de bon de commande, jalon, modèle de VA, pour vous expliquer un petit peu toute cette dynamique, mais en se mettant à votre place. Et on a essayé d'être très pratico-pratique sur tout ce à quoi vous devez penser pour vous engager le plus sereinement possible sur le dispositif SONS. Alors, la première étape, c'est déjà de savoir si vous êtes éligible au financement SONS Vague 2. Et donc, pour ça, il faut que vous vous rendiez sur le site de l'ANS
au niveau de ce qu'on appelle la base des établissements éligibles. Donc, on vous remettra à la fin de ce webinaire le support qui sera disponible en téléchargement. Comme ça, vous aurez tous les liens URL sans avoir à chercher longtemps sur le portail ANS. Donc, dans cette base des ES éligibles, on a listé l'ensemble des établissements via leur FINES PMSI qui ont le droit de bénéficier d'un financement SONS Vague 2. Cette base, elle a été établie à un instant T et pour l'établir, il a bien fallu définir des critères d'éligibilité à un instant T. Et donc, pour pouvoir être éligible, il faut que l'établissement soit présent dans la base FINES à l'été au moins à l'été 2023. Ça veut dire que tous les établissements qui auraient été créés postérieurement à cette date de l'été 2023 ne sont pas éligibles au financement SONS Vague 2. Il faut avoir déclaré une activité non nulle en termes de séjour hospitalier dans les bases PMSI ou SAE 2022, puisque c'est sur la base de cette activité qu'ont été établis en fait les forfaits de financement. Et ensuite, on a défini la catégorie FINES, la sous-catégorie FINES, pour les établissements publics et pour les établissements privés qui font partie du périmètre des établissements éligibles financement SONS Vague 2. Donc, c'est la première chose à aller voir, la base des ES éligibles. Cherchez, donc vous devez connaître votre FINES PMSI, regardez au niveau de ce FINES PMSI si vous êtes du coup bien présent dans la base. Si vous êtes présent, eh bien dans ce cas-là, vous avez toutes les informations de financement par rapport au dispositif PFI et au dispositif DPI. Si vous n'êtes pas présent, c'est très certainement que vous ne répondez pas aux critères d'éligibilité que je viens de vous énoncer. Et donc, cette éligibilité, c'est ce qui va permettre à l'éditeur d'établir un bon de commande au bénéfice du coup du FINES PMSI de votre établissement. Et donc, j'attire votre attention aussi sur la partie fusion d'établissements, puisqu'effectivement, au moment où on a établi la base, et aujourd'hui, il se peut qu'il y ait eu effectivement des évolutions en termes d'établissement. Et donc, dans le cadre de fusion, effectivement, le nouvel établissement qui serait issu de cette fusion et qui ne figurerait pas dans la base des ES éligibles au moment de la réalisation justement de cette base, il peut être éligible dès lors qu'en fait, il est présent à partir des 2 établissements originaux. Ou des 3, enfin ça dépend voilà, de la forme qui a pris cette fusion-là. Et donc, on demande à l'éditeur, par contre, sur le bon de commande qui remettra à l'agence et de services de paiement, de justifier de la fusion des établissements entre le moment où a été établie la base et le moment où l'éditeur fait le bon de commande, en justifiant justement par une pièce officielle le fait qu'effectivement, on reconnaît la fusion des établissements pour pouvoir justement vous intégrer dans le dispositif. Voilà, j'espère que c'est clair. Et donc, à chaque FINES PMSI est associé un montant forfaitaire distinct pour les dispositifs DPI et PFI. Et donc, comme je disais, ne sont pas éligibles les nouveaux ES ouverts depuis été 2023. Donc ça, c'est la première étape, savoir si vous êtes éligible. La deuxième étape, c'est de connaître son historique sur le SONS Vague 1 pour connaître le périmètre de financement auquel vous êtes éligible sur la Vague 2. Et donc, ça répond à quelques-unes des questions qui ont été posées dans le chat. Donc, la prestation Ségur Vague 2, la prestation, Ségur Vague 2, elle s'adresse aux clients disposant déjà d'un DPI PFI conforme aux exigences de la Vague 1. Autrement dit, si vous avez déjà bénéficié d'un financement en Vague 1, vous pouvez effectivement prétendre d'un financement en Vague 2. Ça, c'est tout à fait possible. La prestation Ségur Vague 1 plus Vague 2, elle s'adresse aux clients qui ne disposent pas d'un dispositif DPI PFI conforme aux exigences de la Vague 1. Autrement dit, vous ne pouvez pas être financé 2 fois sur la Vague 1 pour le dispositif DPI et ou PFI si vous avez déjà bénéficié par le passé d'un financement Vague 1. Voilà. Et donc, la prestation Ségur Vague 1 plus Vague 2 est strictement réservée à des clients qui n'ont, du coup, je répète ce que je dis, n'ont pas bénéficié d'une prestation Ségur dans le cadre de la Vague 1, que ce soit sur la partie DPI ou PFI, mais n'ont pas non plus financé à leurs frais
la mise à jour de leur DPI, de leur PSI, vers une version référencée vague 1. Puisque c'est vraiment l'établissement qu'on vient, même si le financement, on l'adresse effectivement à l'éditeur, c'est au bénéfice de l'établissement. Et donc, on ne peut pas venir financer 2 fois un bénéficiaire qui aurait soit financé par ses propres moyens des prestations sur la vague 1, soit bénéficié du sens sur la vague 1. Et donc, pareil, une autre question qui nous avait été posée, c'est si l'établissement a changé de logiciel entre la vague 1 et la vague 2, ça ne change rien à son éligibilité puisque vous pouvez très bien, en ayant changé de logiciel sur la vague 1, par exemple un DPI vague 1, vous l'avez changé entre-temps, vous pouvez quand même bénéficier d'un financement DPI vague 2. Là, il n'y a pas de problème, même si ce n'est pas le même DPI que vous avez eu sur la vague 1. Donc voilà, donc comprendre votre historique vague 1 pour savoir les contours du périmètre sur lequel vous êtes éligible sur la vague 2. Juste Inès, Oui, oui. j'en profite, il y a quelques éléments là sur la partie finesse et suivi. En gros, aujourd'hui, hein, comme tu l'as précisé, les établissements éligibles, ils sont sur voilà, toutes les catégories finesse qu'on en a mentionnées. On ne fait pas de distinction vis-à-vis des hôpitaux de proximité. Voilà, vous pouvez regarder prendre vos finesses et voir si vous êtes éligible. Ils sont intégrés à partir du moment où il y a eu une activité combinée en 2022. Et du coup, après, Oui. sur la partie est-ce que vous avez eu ou pas déjà un financement, c'est important que vous puissiez le voir, que vous l'ayez en connaissance côté établissement et d'avoir cette information-là de votre côté avec les bons de commande signés et les validations d'aptitude signées. Hein. C'est important de garder ces informations-là au sein de votre établissement. Et si vous ne les avez pas, allez les demander aux éditeurs qui ont été les vôtres. Voilà, c'est les éléments à d'abord vérifier de votre côté. Oui. Ensuite, j'essaie de regarder un petit peu les questions en parallèle. Sur la partie périmètre fonctionnel, donc l'idée, c'est aussi que vous compreniez ce que recouvre, parce qu'on a aussi des questions là-dessus, ce que recouvre en fait le périmètre fonctionnel. Donc, c'est ce que vous a expliqué Clara en termes de fonctionnalité. Si on traduit ça en termes de flux, donc le périmètre couvert par la prestation Ségur, c'est les flux qui vont exister entre le dossier patient informatisé et le DMP, le SIDMP, pour toutes les transactions de consultation. Ça, c'est couvert par le périmètre Ségur. Ce qui est couvert aussi par les périmètres Ségur, mais qui est lié à la vague 1, c'est tous les flux qui partent du DPI vers la PFI pour aller vers l'envoi de messages à travers la MS Santé. Donc, les flux d'envoi de documents depuis le DPI à travers la MSS et qui passent par la PFI. Ça, c'est le contour vague 1 qui reste le même. Ce qui est pris en charge en termes de flux aussi à travers la PFI, c'est le flux retour, ce que vous expliquez, Clara, à travers la fonction réception. Donc, les flux qui partent de la boîte aux lettres MS Santé d'un partenaire extérieur qui va passer par la fonction PFI et qui va ensuite aller vers la fonction DPI et qui va permettre, in fine, si les traits d'identité sont vérifiés, l'intégration dans le DPI. Voilà. Donc, en fait, là, vous visualisez à travers les flèches donc bleues entre fonction DPI et DMP. Donc, ça, c'est les transactions de consultation. Tout ça, c'est pris en charge par le périmètre Ségur avec des fonctionnalités à valeur ajoutée qui seront disponibles depuis le DPI pour le PS. Et tous les flux d'alimentation, j'ai oublié, d'alimentation du DMP qui existent dans la vague 1, ça perdure dans le périmètre Ségur. D'alimentation, enfin d'envoi de documents depuis le DPI vers la MSS, c'était pris en charge par la vague 1 et ça perdure dans la vague 2. Et ce qu'on rajoute, ce qui n'existait pas dans la vague 2, c'est le flux retour de la boîte aux lettres MSS extérieure qui va passer par la PFI, qui va ensuite l'envoyer vers la partie DPI.
Et donc, ce qu'on vient aussi rajouter dans le périmètre Ségur Vague 2, c'est qu'on est venu spécifier la capacité de dialogue entre la fonction DPI et la fonction PFI, notamment quand on a deux éditeurs différents. Et donc ça s'est traduit par des exigences d'interopérabilité. Et donc, on a spécifié ça à travers le flux HL7V2. Et une autre question qui nous avait été posée par certains établissements, c'est que les demi-connecteurs DPI, PFI, dès lors qu'on est sur des éditeurs différents, sont bien pris en charge dans le périmètre Ségur par les fonctions qui sont concernées par ces demi-connecteurs. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter une explication, Clara. Voilà, donc là, vous Non, avez non, je pense que c'est bien important ouais. d'avoir en tête les différentes prestations et effectivement les demi-connecteurs qui sont intégrés ou pas. Voilà, c'était important de pouvoir le rappeler. Voilà. Et donc, vous visualisez aussi la fonction RIS et la fonction SGL pour se mettre voilà, dans la place d'un établissement qui couvre tous ces champs-là. Mais là, sur la partie effectivement de ce webinaire-là, on est vraiment sur le couloir hôpital, c'est fonction DPI et fonction PFI. Mais voilà, vous avez la totalité quand même des flux qui vous sont explicités dans ce schéma. Donc, on sait si on est éligible ou pas. On connaît notre historique vague 1 pour savoir si on peut prétendre à la vague 1 plus vague 2 si on n'a jamais été dans la vague 1 et exclusivement la vague 2 si du coup on était présent sur la vague 1. On comprend le périmètre fonctionnel couvert à travers les fonctionnalités que vous a adressées, que vous a expliqué Clara, et les flux qui permettent de mettre en place ces fonctionnalités, ce que je viens de vous expliquer. Et maintenant, il faut comprendre le périmètre des prestations Ségur qui sont couverts par le financement. Donc la prestation, elle couvre le paiement de la licence d'utilisation sur le périmètre donc DPI et PFI en fonction du dispositif sur lequel vous vous positionnez. Donc vous pouvez prendre les deux, hein, bien entendu, en fonction de votre historique qu'on vous a expliqué. Les frais d'installation, de configuration et de qualification. Ça, c'est un point important. La maintenance corrective. On est vraiment dans une logique de prise en charge des coûts liés à la maintenance corrective et pas la maintenance évolutive. Pour la durée restante du contrat support dans la limite de 5 années. Là, ce n'est pas forcément le cas en établissement de santé, mais sachez que vous pouvez être accompagné à l'obtention d'un certificat logiciel de type organisation par l'éditeur. On lui demande également d'assurer des prestations de suivi de projet et de livraison de la documentation. Et on a exigé également qu'il y ait des prestations de formation des professionnels de santé. Donc là, on vous l'a mis sous forme de rubrique très, très générique. Mais bien sûr, tout ça est détaillé de manière très précise dans le document qui s'appelle « Arrêté de financement » que vous a présenté en introduction, Clara. Et même si en première intention, on pourrait se dire que ça s'adresse aux éditeurs en première intention, moi, je vous invite vraiment à aller le regarder parce que c'est ce qui détaille les prestations sur lesquelles, en fait, les éditeurs doivent se conformer pour obtenir leur financement. Et donc, ce que la prestation ne finance pas, donc ça répond aussi à certaines des questions, elle ne finance pas les prestations de changement complet de la solution de logiciel. Si vous changez totalement de DPI, le Ségur ne va pas venir payer la totalité du changement puisque le Ségur s'est périmétré un certain nombre de fonctions, là où le DPI est beaucoup plus large que les fonctions Ségur. Ça ne vient pas non plus payer un rattrapage d'une version obsolète. Sachant que sur la partie hôpital, on a quand même très peu d'éditeurs qui ont déclaré une version obsolète. Et si version obsolète il y a, celles-ci seront publiées sur le site de l'ANS. On ne vient pas financer à travers le financement SONS des ajouts de modules de nouvelles fonctionnalités qui dépassent le périmètre Ségur. Les opérations de raccordement de la solution logicielle au serveur LDAP ou à la solution d'authentification SSO. On ne vient pas financer les boîtes aux lettres MS Santé, qu'elles soient nominatives, applicatives ou organisationnelles. Ça, c'est quelque chose que l'établissement doit prendre en charge et doit souscrire auprès de son opérateur. Et on ne vient pas financer également des coûts d'infrastructure additionnels qui seraient liés à l'installation de la version référencée. Par exemple, besoin de nouveaux serveurs, migration de systèmes de gestion de base de données ou abonnement à un service SaaS.
tout ça, ce n'est pas couvert par la prestation Ségur. Donc, une fois que voilà, le périmètre est plus clair, ce qu'il faut faire, c'est prendre contact avec son éditeur pour sécuriser votre financement SONS. La première étape, c'est d'aller sur le site de l'ANS. Vous avez mis le lien URL PLO dans la présentation pour savoir si votre éditeur il est engagé dans le processus de référencement, voire même s'il est référencé. Sur la partie PFI, on a déjà, il me semble à date, 16 éditeurs qui sont référencés côté PFI. Et donc, prendre contact dès à présent avec son éditeur pour commencer à échanger ensemble sur les modalités de déploiement, si bien sûr vous voulez souscrire à ce financement SONS. Donc, les commandes PFI SONS Vague 2, donc on a déjà un certain nombre d'établissements qui ont signé des bons de commande, mais au niveau national, on est à peu près à 10% de signatures de bons de commande par rapport à l'ensemble des ES éligibles, ce qui est très peu, sachant que la date limite pour que les éditeurs déposent les bons de commande signés à l'ASP, c'est le 17 février 2026. Autrement dit, si vous voulez bénéficier d'un financement SONS sur la partie PFI, il faut signer le bon de commande avant le 17 février 2026 parce que le 17 février, c'est la date à laquelle les derniers bons de commande doivent être déposés à l'ASP pour être pris en compte. Mais je reviendrai là-dessus après. Sur la partie des pays SONS Vague 2, c'est un peu plus lointain, mais ça va quand même arriver vite, puisque les bons de commande pour ces éditeurs-là, ils devront être déposés au plus tard par les éditeurs à l'ASP le 18 juin 2026. Et en termes d'installation au niveau des productions, on attendra donc on a aligné les compteurs entre DPI et PFI, on attend que les éditeurs de DPI et de PFI et déposer au niveau de l'ASP les VA, les signatures de vérification d'aptitude, donc signées par les établissements, à l'ASP au plus tard le 16 juin 2027 pour qu'ils soient en totalité payés par rapport du coup aux installations qu'ils auraient réalisées sur la partie PFI et DPI. Donc, comme disait Clara, un calendrier qui semble lointain, mais en même temps, quand on regarde tout ce qu'il y a à faire et à préparer, mine de rien, ça va arriver très, très vite. Donc, si on prend le calendrier par le début et l'échéance la plus proche, c'est celle des PFI. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un engagement très fort des éditeurs qui étaient déjà engagés dans la vague 1 et qui se sont réengagés dans la vague 2. Et on a 96% des PFI de la vague 1 qui sont embarqués en vague 2, ce qui représente à peu près 95% de l'activité combinée hospitalière. Ça veut dire que très probablement, votre éditeur de PFI est engagé dans le processus de référencement, voire est déjà référencé. Donc, il faut que vous alliez sur le site de l'ANS avec le lien à la solution candidate référencée pour voir s'il est référencé. Quand bien même il n'est pas encore référencé, prendre contact avec lui pour voir où il en est de son processus de référencement et commencer à discuter avec lui dès à présent des modalités de déploiement. Donc, il reste 4 mois pour procéder à un bon de commande signé pour la partie PFI. Et donc, voilà, vous avez compris le message. D'autant que si tout le monde fait le choix de signer au même moment, on risque d'avoir des éditeurs qui vont être très sollicités sur une période très courte avec une capacité d'interaction potentiellement qui sera plus longue que si on étale ces sollicitations sur la durée. Et surtout pour vous, c'est une manière aussi de prendre un temps d'échange avec eux pour pouvoir étudier le meilleur calendrier de déploiement possible, pour ne pas être tributaire finalement, puisque les commandes vont s'accélérer, les calendriers et les disponibilités des éditeurs vont se réduire au fil du temps. Et donc, si vous arrivez en bout de chaîne, vous risquez d'être dans la contrainte de devoir accepter des calendriers de déploiement qui ne correspondent pas forcément à vos préférences. Donc voilà, c'est aussi en fait un confort pour vous que de prendre contact avec votre éditeur pour signer dès à présent, pour que vous puissiez ensuite enclencher les discussions autour des modalités de déploiement de part et d'autre. On a eu pas mal de questions sur l'interaction avec les DPI Vague 2. Donc, on sait qu'on a des éditeurs qui sont à la fois éditeurs de PFI et de DPI et qui vont faire le choix de venir vers vous pour vous faire signer, pour proposer de signer les bons de commande sur les deux dispositifs en même temps.
Donc ça, voilà, c'est une stratégie éditeur, mais ça peut être intéressant que vous soyez au courant et que vous preniez contact avec eux pour savoir comment ils vont organiser justement cette gestion des bons de commande. Pour autant, on a des éditeurs différents, parfois PFI des pays, qui forcément vont pas proposer les bons de commande en même temps. Et donc, ce qu'on voulait vous dire, c'est que vous pouvez très bien, du coup, signer un bon de commande sans avoir l'assurance de votre DPI référencé vague 2 parce qu'en fait, c'est indépendant. La signature, c'est vraiment le fait de vous sécuriser sur le fait de vous mettre en bonne position sur le portefeuille de déploiement de l'éditeur. Ça, c'est la signature. Quand on signe, ça ne veut pas dire qu'on déploie tout de suite. Et donc ça, c'est un échange à avoir avec l'éditeur. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est de se dire la mise en place des flux Ségur Vague 2 sur la partie PSI, en fait, ne va pas changer la donne vis-à-vis du fonctionnement de votre DPI Vague 1. Vous n'êtes pas obligé d'installer une PSI Vague 2 et un DPI Vague 2 en même temps, puisqu'on demande à ce que les flux Vague 1, donc d'alimentation du DMP et d'envoi des documents vers la MSS, continuent à perdurer, quel que soit, entre guillemets, le DPI qu'on a en face. Donc ça, voilà, on vous le rappelle parce que c'était une crainte d'un certain nombre d'établissements qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas installer une PSI Vague 2 s'ils n'avaient pas installé le DPI Vague 2. Non, ça peut se faire de manière décorrélée. Par contre, effectivement, nous, on vous sécurise dans le modèle de vérification d'aptitude de la PSI sur le fait que vous signalez, lorsque vous signez, que vous n'avez pas de DPI Vague 2 encore installé et que vous n'avez pas été en capacité de vérifier le fonctionnement des flux de bout en bout. Et l'éditeur, du coup, a l'obligation de revenir, une fois que la deuxième brique DPI est bien en place, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Voilà, donc ça, c'est sécurisé, en fait, dans les vérifications d'aptitude. Ensuite, ce qui est important, c'est aussi que vous compreniez le contenu des bons de commande qui vous seront proposés par les éditeurs pour voilà, être bien éclairé sur ce que vous allez signer. Donc, la prestation Ségur, ça s'entend comme une prestation autonome. Ça veut dire que la commande, elle ne peut pas être conditionnée à des exigences tierces, et notamment à un réengagement contractuel du client ou à la souscription à titre onéreux d'une option contractuelle hors périmètre Ségur ou à la commande à titre onéreux d'un autre produit ou service hors périmètre prestation Ségur. La commande Ségur est bien un objet en soi indépendant de toute obligation de signature pour une autre prestation ou pour un autre produit. Donc ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. Le bon de commande de la prestation Ségur, il doit impérativement faire apparaître une ligne qu'on appelle prestation Ségur Vague 2 ou prestation Ségur Vague 1 plus Vague 2 en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Et à côté de cette prestation, même si, entre guillemets, il n'y a pas de reste à charge pour l'établissement, on doit bien visualiser le montant qui correspond au montant forfaitaire auquel vous avez droit dans la base des ES éligibles. En tout cas, ce montant doit être inférieur ou égal au barème qui est mentionné dans la base des ES éligibles. La mention montant de la prestation Ségur pris en charge par l'État doit figurer sur le bon de commande. Et l'éditeur a le droit, néanmoins, de vous proposer d'autres prestations. Mais ces prestations, voilà, comme je le répète, ne conditionnent pas votre engagement dans le sens, mais il a le droit de proposer d'autres prestations. Et s'il propose ces prestations, vous avez le droit ou non d'accepter. Et ces prestations doivent figurer de manière très, très distincte, ne doivent pas être embarquées dans le périmètre Ségur et doivent faire l'objet d'un autre bon de commande. Et donc, les modèles de bons de commande, je vous invite à aller les regarder. Ils sont rendus publics, ils sont disponibles sur le site de l'ASP. On vous a mis le lien URL pour que vous puissiez accéder directement. Et donc, dans ces bons de commande, vous verrez toutes les informations obligatoires. En fait, on les a écrites en bleu pour que vous puissiez identifier les blocs que vous devez retrouver obligatoirement dans le bon de commande. Et c'est sur ces bons de commande que doivent s'appuyer en fait les éditeurs. Mais bien sûr, les éditeurs peuvent rajouter par rapport au modèle
initiale d'autres prestations, mais faire bien apparaître que cela ne relève pas de la prestation Ségur et afficher une facturation sur ces prestations complémentaires qui sont bien distinctes de la prestation Ségur. Voilà, donc ça, c'est ce que je viens de vous dire. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, du coup, en termes de déclenchement niveau financier, c'est que dès lors que vous signez un bon de commande, ce bon de commande, du coup, est adressé par l'éditeur à l'agence et de services et de paiement qui réalise quelques contrôles de bonne conformité. Et si le bon de commande est considéré comme valide par l'ASP, ça déclenche en fait une avance qui est de l'ordre de 40% du montant de la prestation Ségur. Donc ça, c'est sur la partie financière. On a introduit par rapport à la vague 1 une nouveauté que sont en fait le périmètre pilote. On s'est rendu compte que voilà, il était intéressant de pouvoir valider le fonctionnement des solutions référencées Ségur, PFI et DPI en environnement de production réel avant en fait d'envisager une généralisation du déploiement à l'ensemble des clients des éditeurs. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle périmètre pilote. Et donc, on demande aux éditeurs obligatoirement de constituer un périmètre pilote composé de 3 clients qu'ils choisissent librement. Et donc, ce pilote, bien entendu, pour nous assurer que les prestations sont bien faites au niveau de ce pilote-là, eh bien, on a établi un procès-verbal d'installation pilote qui sera soumis par l'éditeur au pilote et par la signature de ce PV-là, le pilote attestera du fait que la solution fonctionne bien en conditions réelles de production. Et c'est important pour les éditeurs d'avoir la validation de ces pilotes-là parce que c'est à travers ça qu'il sera autorisé ensuite à recevoir les financements du solde de ces autres clients qui ne sont pas pilotes. Donc, en gros, c'est une condition importante pour assurer le financement qui découlerait de la généralisation du déploiement auprès de ces autres clients. Voilà, donc ça peut être intéressant de discuter aussi avec l'éditeur si vous êtes intéressé pour devenir pilote, c'est-à-dire parmi les premiers sites qui déploient la solution de l'éditeur en question référencée sur le Ségur. Peut-être, alors il nous reste 8 minutes. Comme je n'ai pas de Je pense qu'il faut visibilité que sur tu des questions. continues. Ouais, je continue. Ouais, continue, Ok, continue. Comme ça, on ok. fait tout le support. Il y a des milliards de questions, c'est super, mais On j'essaie aura d'y d'autres répondre webinaires de mieux. toute façon. On aura d'autres webinaires. Et voilà, mais vaut mieux continuer vu le timing. Donc ça, c'est toute la partie contractuelle, lien avec l'éditeur, jalon à ne pas louper pour ne pas passer à côté du financement source. Et compréhension du périmètre sur lequel vous êtes éligible et des documents contractuels qui vont vous être soumis par l'éditeur. Pour autant, il y a beaucoup de chantiers en parallèle de tous ces sujets-là à conduire et qui incombent à l'établissement de lui-même en direct. Et donc, vous inquiétez pas, on aura tout au long de l'année 2026 des webinaires dédiés à ces thématiques de préparation, mais on voulait quand même en parler dans le cadre de ce webinaire, très rapidement. Donc, sur la partie consultation du DMP, on a des conditions cumulatives que l'établissement doit valider d'un point de vue technique et surtout organisationnel pour faire en sorte que les solutions DPI vague 2 qui vous seront proposées fonctionnent dans les meilleures conditions. Voilà, la solution référencée, c'est bien, mais il faut derrière qu'elle puisse être mise en place dans les organisations en respectant quand même des bonnes pratiques. Donc, le premier point, c'est la qualification de l'INS. Si le PS souhaite consulter le DMP d'un patient depuis son dossier patient informatisé, il faut nécessairement que le patient en question bénéficie d'une INS qualifiée. Si l'INS n'est pas qualifié, il n'y aura pas possibilité d'aller consulter le DMP du patient depuis le DPI. Le deuxième sujet, c'est le recueil du consentement. On s'inscrit effectivement dans le cadre de la consultation dans une obligation d'information et de consentement présumé. Ce consentement présumé, par la force des choses, prend la forme d'un consentement explicite puisqu'on va venir renseigner
notamment dans le DPI, mais ça peut être au niveau de la gamme, mais dans le DPI, l'accord en fait du patient à ce que l'équipe de soins consulte son DMP durant son épisode de soins. Et donc ça, c'est forcément quelque chose qu'il faut aussi organiser. Qui fait ce recueil du consentement? À quel moment de la prise en charge? Quels éléments de langage on met en place autour de ça pour en parler aux patients? Donc voilà, il y a tout un sujet à traiter autour de ça et on en a fait un webinaire dédié l'année dernière. Il faut, et ça c'est le point critique à notre sens, et c'est ce que nous font remonter les éditeurs, mais également nos partenaires régionaux, les ARS et les GRAD, sur la sécurisation de l'identification électronique des professionnels de santé, avec la mise en place du MIE de FA. Le MIE de FA, c'est le moyen, on va dire, technique de s'assurer d'une bonne sécurisation de l'identité du professionnel, mais avant d'arriver à ce moyen technique, il y a toute une réflexion organisationnelle à monter sur justement les processus d'identification des professionnels en établissement. Donc ça, c'est un gros chantier. Il y a aussi un sujet sur les processus de mise à jour de la matrice d'habilitation du DPI, puisque c'est à partir du DPI qu'on va aller consulter le DMP. Et donc, par effet boule de neige, ça pose la question de qui consulte le DPI pour être en capacité de consulter le DMP. On a aussi le sujet de l'automologation en mode R, qui implique un travail préparatoire en interne établissement pour prétendre à pouvoir contractualiser avec la CNAM. Donc, on fera des webinaires thématiques dédiés sur tous ces sujets, mais on vous les met quand même en visibilité pour que vous puissiez comprendre qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir et qui relèvent là exclusivement de l'établissement et pas de l'éditeur. Et sur la partie MSS, pareil, le flux retour, ça nécessite des chantiers techniques qui incombent à l'établissement sur la définition des balles, sur la création potentiellement de nouvelles balles et donc de la mise à disposition de nouvelles balles, sur le fait de les publier notamment aussi dans l'annuaire santé. Ça pose aussi la question de la modalité d'accès à ces balles sur les postes utilisateurs, le paramétrage des postes de travail si besoin, etc., etc. Il y a aussi des enjeux autour de l'interopérabilité. Et si on regarde au niveau organisationnel, on a également des sujets où il va falloir se poser la question de lorsque je reçois des messages au niveau de la boîte de messagerie, entre guillemets, de traitement des erreurs, comment j'organise mes équipes pour relever ces erreurs? À quel niveau de l'organisation je mets mes boîtes de messages de traitement manuel suite à des documents qui ne seraient pas intégrés? Est-ce que si je suis un petit établissement, je mets une boîte de messagerie unique à l'échelle de l'ensemble de l'établissement? Est-ce que j'en fais plutôt une par service, une par UF? Voilà. Et qui je mets derrière le traitement de ces boîtes-là et à quelle fréquence? Donc, vous voyez, il y a tout un tas aussi de questions autour de la gestion des erreurs qui sont plutôt de l'ordre organisationnel qui doivent être réfléchies. Si on passe à la slide suivante. Et puis pareil sur la partie MSS, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est assez évident. On a aussi tout le fait justement d'embarquer l'ensemble des professionnels, et en particulier les secrétariats médicaux, autour de cette nouvelle pratique de traitement des messages qui reviennent en erreur. Donc voilà sur la partie préparation. Donc, c'est avant tout une préparation, il y a de la préparation technique, mais c'est avant tout une préparation organisationnelle et on vous a mis en fait en visibilité tous les chantiers qui incombent à l'établissement, sur lesquels il va falloir commencer à travailler et qui sont quand même des chantiers assez complexes. Donc, en termes de chantiers contractuels et techniques, donc le mode R. Ah oui, on n'en a pas parlé, mais aussi vous assurer que vos certificats DMP sont bien actifs. Sujet autour de la balle MSS, donc on en a parlé, de l'équipement MIE. Sur la partie chantier ORGA, donc la qualification de l'INS, le consentement, la sécurisation de l'identité DPS, les process de gestion des traitements KO MSS et les process d'habilitation DPI. Et plus globalement, information et montée en compétences. Donc là, pareil, on a eu pas mal d'échanges avec certains établissements et il y a un gros sujet aussi d'embarquement de la direction d'établissement et de la CME
pour vraiment donner les moyens à l'établissement de constituer une équipe projet pour justement gérer ces sujets-là qui sont pluridisciplinaires. On voit bien qu'on est vraiment dans une logique de gestion de projet transverse, où on aura besoin des RH pour la partie identité PS, de la direction qualité par rapport à tous les sujets autour de la qualification INS, autour de l'information et recueil du consentement. On aura aussi besoin des équipes au niveau administratif pour la qualification INS. On aura besoin de la DSI pour toute la partie technique notamment. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment un projet complexe, pluridisciplinaire, et si on va embarquer toutes ces disciplines, il faut nécessairement une impulsion de la direction de projet, et donc il y a une sensibilisation à faire au niveau notamment des CODIR. Voilà. Je pense qu'on peut Ouais. vraiment insister sur, Inès, sur le fait que Vas-y. par rapport à ce que vous avez communiqué en vague 1 pour ceux qui étaient dedans, à la fois les fonctionnalités sont beaucoup plus à haute valeur ajoutée pour les professionnels de santé et pour la prise en charge des patients. Et donc ça amène aussi plus d'enjeux sur l'ensemble de l'établissement, là où la vague 1 pouvait être un peu plus considérée comme étant l'affaire de la technique, même si notamment pour la partie alimentation, ce n'est pas que le cas. Mais voilà, c'est encore plus sur la vague 2, d'où le fait qu'on vous sensibilise vraiment dès maintenant à prendre en main l'ensemble de ces sujets, et évidemment pas forcément tous d'un coup, mais par besoin, voilà, sur les différents moments clés de votre projet. Donc, et une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a réussi du coup le déploiement de la solution en établissement, eh bien, et que vous constatez que la solution fonctionne bien au regard de ce qui est demandé dans soit le PV pilote si vous êtes pilote, soit dans la vérification d'aptitude, eh bien, vous pouvez signer l'AVA. Et donc, ça permettra, comme je le disais, à l'éditeur de bénéficier du coup du financement du solde restant, puisque dans le cadre de l'avance, il aura déjà eu 40% du montant, et la signature de la VA lui permettra de réceptionner les 60% montants. Et pareil, sur le même modèle des bons de commande, on vous a mis à disposition au niveau public, au niveau du portail de l'ASP, les modèles de PV pilote pour PFI et DPI, et des modèles de VA pour DPI et PFI qui sont disponibles. Et sur la même logique, vous avez tout ce qui est écrit en bleu qui doit être obligatoirement remis par l'éditeur dans le modèle de VA qui vous sera présenté, ou de PV pilote. Voilà. Du coup, je passe juste, mais ça va prendre 2 secondes. Donc ça, Clara, vous en avez déjà parlé, le guide de la consultation de mon espace santé. On relance au niveau national du coup les webinaires de préparation de la vague 2, où justement on va les aborder de manière thématique sur le modèle de ce que je viens de vous présenter, sur les différents chantiers à préparer, que ce soit sur la partie DMP, sur la partie MSS. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui va arriver. Je vous invite à aller régulièrement sur le site de l'ANS pour voir s'il y a des nouveaux webinaires sur la partie hôpital, et dans tous les cas, on mobilise nous les fédérations hospitalières, les agences régionales de santé, le GRAD et le réseau assurance maladie pour qu'ils puissent aussi vous transmettre la promotion de ces webinaires qu'on organise au niveau national, sachant que les régions elles-mêmes organise aussi des webinaires sur le sujet. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de vos ARS, de vos grades ou de vos référents assurance maladie pour savoir s'il existe des webinaires sur ce sujet-là. Et on vous a mis aussi, on a beaucoup de ressources documentaires, puisqu'on avait quand même déjà préparé pas mal de matières l'année dernière et en 2023. Et donc, on vous a mis tous les webinaires qu'on a fait sur le sujet, pour que vous puissiez justement avoir toute cette matière pour pouvoir commencer à préparer, si ce n'est déjà fait, le chantier vague 2 à l'hôpital. Donc voilà. Et enfin, je vous rappelle du coup que vous avez un appui en région qu'il faut mobiliser, qui peuvent vous proposer des temps d'échange individuels, des webinaires, qui peuvent faire en sorte de nous mettre en relation directement avec vous si vous rencontrez des difficultés, et qui vous met à disposition aussi un corpus documentaire et des outils de communication. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous appuyer sur
vos grades, vos ARS, votre réseau assurance maladie pour pouvoir justement bénéficier de tout cet accompagnement en région. Voilà. Je ne sais pas si il est 15h34. Je ne sais pas, Clara, si tu veux prendre quelques questions ou si on clôture. Oui, bah, je pense que c'est très important. Vous avez eu plein de questions, notamment sur la partie RPPS. Donc, il y a aussi des webinaires dédiés sur le sujet qui permettent d'aller beaucoup plus loin pour répondre à vos questions. Il y a aussi mes questions sur la partie authentification et notamment identification électronique des professionnels de santé, notamment une dernière question là sur le fait que est-ce que ça concerne uniquement les professionnels qui consultent le DMP ou est-ce que c'est plus large? Et la réponse est c'est plus large puisque du coup, c'est aussi une obligation de pouvoir authentifier en double facteur sur les différents logiciels et services avec des données personnelles au sein des établissements, hein, avec l'obligation de pouvoir le faire dans les prochains mois, années, avec du coup un webinaire dédié que je vous ai remis. C'est le dernier que j'ai mis. Et puis, il y en a eu d'autres, comme tu l'as dit, Inès. Je pense que ça vaut le coup de pouvoir chacun les revoir. Et si vous avez des éléments qui n'y sont pas, eh ben, n'hésitez pas à remonter le fait que ça vous intéresserait de pouvoir avoir accès à ces informations-là. On a notamment noté des questions sur l'auto-homologation R. Et donc, on va pouvoir effectivement en préparer quelque chose autour de ces sujets-là, plus de ce point de vue avec l'assurance maladie. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à continuer à observer et à la fois les webinaires nationaux et régionaux. Alors, on a une question, comment demander un support individuel? Alors, il faut que vous, du coup, vous puissiez prendre contact avec le référent numérique en ARS ou le grade pour qu'il puisse justement prendre contact avec vous pour comprendre votre difficulté et pouvoir vous accompagner de manière individuelle. C'est tout à fait possible. Donc, je ne sais pas si vous connaissez voilà, un référent au niveau de votre ARS ou votre grade, mais n'hésitez pas à les solliciter. Et on a mis on ne pourra pas répondre à tout le monde, on a mis quand même nos adresses mail. C'était un risque, mais je l'ai pris. On a mis notre adresse mail en démarrage de webinaire. Donc voilà, si vous ne savez pas à qui vous adresser, vous nous faites un petit message et on vous renverra vers le bon interlocuteur en région. On a une question sur la question, je ne sais pas si Laurent est présent, la question sur l'espace Oui, il a répondu. test. Ah d'accord, ok, super. Super. Je regarde Et s'il y donc a d'autres peut-être pour questions. revenir dessus, en fait, le DMP est directement lié à une base nationale et donc on ne peut pas y mettre un patient de test. En tout cas, c'est pas le cas aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que c'est disponible en environnement de formation, en environnement de test. On a une question sur la notion de suppression de documents dans le DMP. Donc effectivement, ça c'est une fonctionnalité qui vous sera offerte via le DPI VAC 2 où vous pourrez supprimer un document dans le DMP depuis le DPI. Aujourd'hui, c'est possible aussi, mais c'est plus compliqué, il faut passer par la PFI. Voilà. En tout cas, on prend vos questions. Elles ne sont pas lettres mortes. Hein, ça va nous permettre, nous aussi, d'alimenter une foire aux questions qu'on met à jour sur le site de l'ANS. Donc, pareil, n'hésitez pas à aller regarder la foire aux questions sur le site de l'ANS pour y retrouver toutes les réponses. Et on se retrouve très vite. Au moins, on espère, on ne sait pas encore, mais on aimerait bien en faire un d'ici encore la fin d'année, mais en tout cas surtout sur 2026 pour vous proposer cette déclinaison thématique avec, on l'espère, des établissements qu'on pourra mobiliser pour vous faire des retours d'expérience concrets. Voilà. Donc le mot de la fin, c'est retenez bien le jalon du 17 février 2026, commode PFI, ne pas passer à côté de la date du jalon pour signer votre bon de commande si vous souhaitez bénéficier du sens sur cette partie-là. Merci beaucoup. Le webinaire sera mis en replay la semaine prochaine avec le support et à très bientôt. Au revoir. Merci.
on ferme l'événement. Là, j'attends que... Hop, je regarde les... Ouais, c'est bon, on ferme.